Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, arrivée des casques bleus à Kidal dans le nord du Mali pour établir une zone de sécurité. Objectif, éviter la propagation des combats qui ont fait plusieurs victimes ce lundi. Accord de paix en demi-teinte au Sud-Soudan. Le document n'a pour l'heure été ratifié que par une des parties. Comment l'expliquer? Quels sont les points de discorde? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis après 13 ans d'exil, l'activiste Emilia Chama signe son grand retour en Guinée équatoriale. Son ambition, participer de manière plus active aux Jeux démocratiques. Mais avant de développer ces titres, colère et indignation du Conseil de sécurité des Nations Unies suite aux accusations de viol présumés par des casques bleus en Centrafrique. Dans un communiqué, il a appelé les pays dont les troupes sont impliquées dans le scandale à enquêter de leur côté et à traduire les responsables en justice si les faits sont avérés. Et parallèlement, pour joindre l'acte à la parole, l'ONU a commencé à se déployer autour de la ville de Kidal, située au nord du Mali. L'institution a décidé de créer une zone de sécurité pour protéger les civils des combats entre mouvements armés. Une décision diversement accueillie sur le terrain. Le point tout de suite avec Ibarat Ndiaye. Une zone de sécurité autour de Kidal au Mali. L'Organisation des Nations Unies a décidé d'établir une zone de sécurité sur un périmètre de 20 km autour de Kidal afin de protéger les civils des violences. Toutefois, si la décision de créer cette zone de sécurité autour de Kidal n'a pas été prise en concertation avec les autorités du pays, pour l'ancien ministre des Relations avec les institutions et aujourd'hui président du cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, le CRI, cette mesure de l'ONU rentre dans son rôle de maintien de la paix. Si vous voulez analyser les réactions par rapport à cette intervention des Nations Unies à travers l'administration, il faut d'abord se référer à l'objectif premier, c'est-à-dire la raison d'être même de l'ONU, la charte, c'est bien le maintien de la paix. De ce point de vue, j'estime, moi, en tout cas en tant qu'acteur de la société civile, que toute initiative que les Nations Unies doivent prendre à travers l'administration doit transiter, être convenue de façon consensuelle avec le gouvernement du Mali qui parle au nom du Mali, au nom des populations maliennes. Au Mali, cette nouvelle violation du cessez-le-feu par certains groupes rebelles dont la coordination des mouvements de la Zawad divise et de nombreux Maliens ne partagent pas la nouvelle décision onusienne. Pour eux, Kidal est désormais le refuge des terroristes. Nous, au niveau de la PSM, nous pensons que le vieux schéma classique sur ce qui concerne Kidal, l'entrée des forces navales à Kidal, qui a empêché l'armée malienne de pénétrer à Kidal. Donc Kidal qui devient le sanctuaire terroriste, le sanctuaire des indépendantistes du MNLA. En fait, c'est une protection de la plateforme, disons, de la TMA, en fait, que l'ONU envisage carrément, quoi. Parce que on dit milice pro-gouvernementale et tout ça. La plateforme n'est qu'une organisation d'autodéfense de la population civile. Donc, de ce point de vue-là, nous n'apprécions pas du tout la dernière prise de position de l'administration. Normalement, si c'était à l'armée malienne de jouer ce rôle-là, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'armée malienne n'intervient pas dans la zone de Kidal. Si c'était l'armée malienne qui jouait ce rôle régalien, bon, là, on allait avoir une autre appréciation. Mais de ce point de vue-là, je pense que c'est le vieux schéma classique de la partition du Mali, quoi. La mise en place de la zone de sécurité vise essentiellement à éviter la propagation de combats qui ont fait plusieurs morts ce lundi 17 août. Très attendu, les négociations d'Addis Abeba sur un accord de paix au Sud-Soudan n'ont finalement abouti qu'à moitié, puisque le document n'a été ratifié que par une des parties. Le gouvernement de Djouba a demandé un délai supplémentaire de 15 jours avant de se prêter à son tour à l'exercice. Emmanuel Mimono. Pas d'accord de paix à la suite des pourparlers entre le gouvernement sud-soudanais et les rebelles. Le président Salva Kiir demande un délai de 2 semaines avant de parapher le document de sortie de crise proposé par les médiateurs. Nous souhaitions voir le président Salva Kiir signer ce plan d'action qui nous conduirait à la fin de cette crise. Je l'ai rencontré personnellement à mon arrivée et nous nous sommes salués, donc j'estimais qu'il était lui aussi prêt à signer, mais j'ai appris finalement qu'il ne le fera pas. Je ne trouve vraiment aucune explication à cela. L'accord a été signé par des représentants de l'opposition et d'anciens détenus du Soudan du Sud, ainsi que par d'autres parties prenantes pour mettre fin à ce conflit qui perdure depuis plus de 20 mois. Pour l'Union africaine, les échanges d'Addis Abeba ont finalement porté leurs fruits.
L'institution se félicite de cette étape importante déjà franchie par les deux parties. Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette autre étape vers le rétablissement de la paix. Bien sûr, il ne s'agit pas encore d'une étape complète parce que d'autres parties n'ont pas signé, mais nous avons bon espoir car le paraphe a été fait. Donc, nous espérons que dans les prochains jours, les consultations seront faites et qu'enfin, il y aura un accord complet. Pendant ce temps, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, médiateur et président de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique, a promis d'encourager le gouvernement du Soudan du Sud à signer le document. Certains d'entre nous étaient sur le point de perdre espoir, mais nous pouvons nous attendre à ce que du côté du gouvernement, la question soit traitée dans les 2 semaines à venir et que l'accord de paix soit signé. Je pense que l'étape d'aujourd'hui est un bon message envoyé au peuple sud-soudanais. J'encourage le président Salva Kiir et son équipe à conclure la signature de ce document. Les différentes parties s'étaient engagées sous l'égide de la médiation sous-régionale à parvenir à la signature de cet accord le 17 août 2015. Le Soudan du Sud connaît des violences depuis décembre 2013. Les affrontements ont causé des milliers de morts et forcé environ 1,9 million de personnes à fuir leur maison. Dans l'actualité également, les pro-Compaoré ne sont pas sortis d'affaire au Burkina Faso. 2 anciens ministres du gouvernement déchu ont été incarcérés le 14 août à Ouagadougou. Il s'agit de Jean-Bertin Ouedraogo, ancien ministre des Infrastructures, et de Jérôme Bougouma, anciennement en charge de l'administration territoriale et de la sécurité. Rappelons que les 2 hommes avaient été mis en accusation le 16 juillet 2015 par le Conseil national de la transition pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Emilia Chama, de retour en Guinée équatoriale après 13 années d'exil. Cette activiste opposante au parti au pouvoir et leader de Alternative Féminine est de retour aux sources afin de participer plus activement à la vie politique équato-guinéenne. Voyez ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Un retour au pays natal afin de mener le combat politique. Voilà en substance comment on peut qualifier l'arrivée de l'activiste Emilia Chama en Guinée équatoriale. La secrétaire générale et membre fondateur de la CORED, la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique, a décidé de mener le combat politique dans son pays après 13 ans d'exil en Allemagne. Une coalition n'est pas une secte. Chaque personne qui y adhère doit avoir ses principes, ses idées claires. Au sein de la CORED, nous avons plusieurs divergences. En tant que secrétaire général élu par mes compagnons, nous avons adressé des correspondances aux institutions européennes. Leur réponse a été claire. Vous devez rentrer dans votre pays et c'est seulement après ça que nous vous aiderons. Le retour de cet activiste a lieu dans un contexte difficile pour la coalition. Son secrétaire général adjoint et représentant pour l'Espagne, Francisco Ela Abeme, a démissionné et la CORED est fortement divisée avec l'émergence de 2 courants. Le premier, la CORED originelle, incarnée par l'un des fondateurs, Raimundo Elanseng, qui exige la démission du président Birama Bazogo. Et le second, moins radical, incarné par Emilia Chama. C'est ici que je dois travailler, c'est ici que je dois aider. J'ai des idées, j'ai eu la chance de vivre dans un pays avec un système social très élevé, l'Allemagne. Je n'apporte pas de l'argent de l'Europe, mais j'apporte des idées constructives pour la Guinée équatoriale. La CORED, la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique, est née en décembre 2013 avec pour objectif l'alternance en Guinée équatoriale. Formé hors du pays, le gouvernement a plusieurs reprises rejeté la légitimité de cette coalition à travers les discussions politiques. C'est une page de l'histoire du sport africain et mondial qui se tourne ce 19 août 2015. Lamine Diack, premier africain à avoir dirigé une grande fédération internationale sportive, passe le témoin. Le Sénégalais, élu à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme en 1999, quitte en effet ses fonctions ce mercredi. Il s'agit là de la retraite d'un des derniers caciques du monde sportif en attendant le départ effectif de Joseph Seblater de la Fédération internationale de football l'an prochain. Et sachez que le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, du Comité olympique du sport du Cameroun et de la Confédération africaine d'athlétisme, le colonel Kalba Malboun, vient d'être élu vice-président de l'athlétisme mondial. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.